On vous parle beaucoup du Grand Paris Express, mais savez-vous vraiment ce qui se passera après ? Plongeons-nous dans le futur des transports en Île-de-France, à l'horizon 2031, lorsque le Grand Paris Express sera théoriquement achevé. On va parler de ce que va changer ce méga-projet, de ses promesses, de là où il en est aujourd'hui, mais aussi de tout ce qui se profile après le Grand Paris Express. De nouvelles lignes de métro, peut-être même une ligne 19 dans le Val d'Oise, des prolongements de nos bons vieux réseaux, métro, RER, tramway, des innovations, signées Île-de-France Mobilité, sans oublier les évolutions technologiques comme les nouvelles rames, l'automatisation ou les nouveaux systèmes. On élargira également la discussion à des enjeux plus vastes, améliorer les correspondances entre les lignes, faciliter les déplacements nocturnes, anticiper et éviter la saturation des axes stratégiques, renforcer la gouvernance régionale de l'ensemble du réseau et bien sûr répondre aux grands défis écologiques qui nous attendent. Commençons par le Grand Paris Express lui-même, puisque c'est le socle de cet avenir des transports franciliens. Le Grand Paris Express est tout simplement le plus grand chantier de métro d'Europe en ce moment. On parle de 200 km de nouvelles lignes automatiques, soit un doublement du réseau de métro existant, avec 68 nouvelles gares environ. Imaginez, 4 nouvelles lignes de métro, les lignes 15, 16, 17 et 18, entièrement automatiques, et 2 extensions de lignes existantes, la ligne 14, prolongée au nord et au sud. C'est titanesque. Et ce projet a commencé à devenir réalité avec l'ouverture des prolongements de la ligne 14 en juin 2024. L'objectif affiché du Grand Paris Express est clairement de transformer en profondeur la mobilité en Île-de-France. Fini, ou en tout cas diminuer, le temps où il fallait toujours passer par Paris pour aller d'une banlieue à une autre. Ce nouveau réseau en rocade va relier directement les grands pôles de la métropole, aéroports, centres d'affaires, universités, hôpitaux et bien d'autres, sans correspondance dans Paris intramuros. Et concrètement, qu'est-ce que cela va changer ? Par exemple, les temps de trajet divisés par 2 sur de nombreuses liaisons de banlieue à banlieue. On estime même qu'à terme, 90% des franciliens auront une gare ou une station de métro à moins de 2 km de chez eux. Autrement dit, quasiment tout le monde sera à proximité d'un mode de transport rapide, un vrai maillage de proximité absolument inédit. Mais aujourd'hui, où en est-on ? Le projet a été lancé en 2011, et la construction bat son plein, un peu partout en Île-de-France depuis le milieu des années 2010. Quelques jalons clés sont soit déjà dépassés, soit bientôt atteints. Mi-2024, la ligne 14 étendue jusqu'à Orly au sud et Saint-Denis-Pleyel au nord a été mise en service. Ensuite, 2026 devrait voir l'ouverture de la ligne 15 sud entre Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs et d'une partie de la ligne 16 ainsi que de la ligne 17 jusqu'au parc des expositions de Villepinte. Puis, progressivement, de nouvelles sections arriveront chaque année jusqu'en 2030-2031, date à laquelle l'ensemble des lignes devraient être mises en service. Officiellement, on parle de 2030 pour tout ouvrir. Mais il y a déjà eu des ajustements et des retards. On sait par exemple que la branche finale du RER E prolongé, le fameux projet EOL, vers Mantes-la-Jolie, qui accompagne le Grand Paris Express, a pris du retard et ne sera pleinement opérationnel qu'en 2029 au lieu de 2026. Donc, dans les faits, on peut raisonnablement penser que 2031-2032 est une échéance plus réaliste pour voir tout le réseau du Grand Paris Express fonctionner. Les promesses du Grand Paris Express restent cependant énormes. Désenclaver des territoires mal desservis, raccorder des banlieues entre elles, rééquilibrer la région en attirant emplois et logements autour des nouvelles gares, le tout en réduisant l'usage de la voiture. C'est un projet autant urbain qu'un projet de transport. On attend plus de 2 millions de voyageurs par jour sur ces nouvelles lignes à terme, ce qui devrait venir aider les RER et les métros actuels très saturés. Évidemment, un projet de cette ampleur s'accompagne d'incertitudes et de défis. D'abord, les coûts. Le budget a explosé par rapport aux estimations initiales. On parle aujourd'hui d'un coût total aux alentours des 42 milliards d'euros. Maîtriser ces coûts est un casse-tête, surtout que le financement repose en grande partie sur l'endettement via la Société du Grand Paris, remboursé par des taxes franciliennes. Ensuite, les délais. On l'a dit, il y a eu des retards, dus en partie à la complexité du chantier, à la crise Covid qui a ralenti les travaux en 2020
et à des aléas techniques. Chaque nouveau calendrier doit s'adapter aux imprévus, ce qui fait que les dates de mise en service ont souvent glissé d'1 ou 2 ans par rapport au plan initial. Par exemple, la ligne 15 Est, Pleyel-Champigny, ou la ligne 15 Ouest, La Défense-Pont de Sèvres, ne seront probablement achevées qu'en 2030-2031, alors que l'on espérait 2028-2029 à l'origine. Enfin, certaines controverses locales subsistent. La fameuse station du triangle de Gonesse sur la ligne 17 a été contestée car elle est liée à un projet de méga complexe commercial, Europa City, abandonné depuis. Faut-il maintenir cette gare au milieu des champs ? La question a fait débat. De même, l'arrivée du métro dans des quartiers jusqu'ici tranquilles suscite parfois des inquiétudes sur l'urbanisation et les expropriations. Alors une fois qu'on aura terminé ce gigantesque projet du Grand Paris Express, est-ce qu'on range la pelle mécanique et on s'arrête là ? Bien sûr que non. Les besoins évoluent et de nouveaux projets sont déjà dans les cartons pour l'après 2030. Le plus emblématique, dont vous avez peut-être entendu parler récemment, c'est la fameuse ligne 19 du métro. La ligne 19, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, c'est un projet encore hypothétique, mais sérieusement envisagé par la région Île-de-France. Valérie Pécresse, la présidente de région, a annoncé en novembre 2023 son intention de lancer cette nouvelle ligne automatique. Le but ? Desservir le Val d'Oise, un département qui, il faut le dire, est le grand oublié du Grand Paris Express. En effet, sur les 4 nouvelles lignes en construction, une seule station du Val d'Oise est prévue, la gare de Gonesse sur la ligne 17, et encore, c'est à l'extrême sud-est du département. Autant dire que la majeure partie du 95 ne bénéficie pas du Grand Paris Express. D'où l'idée d'une ligne 19 pour rattraper ce déséquilibre. La ligne 19 serait une ligne de métro automatique de rocade qui relierait Nanterre dans les Hauts-de-Seine à Gonesse dans le Val d'Oise et possiblement jusqu'à l'aéroport de Roissy, grosso modo la lisière nord-ouest de Paris, en passant par des secteurs comme Argenteuil, peut-être Saint-Denis ou La Défense, même si les tracés restent à affiner. On parle d'environ 25 à 30 km de ligne pour peut-être 8 à 11 stations. Cette ligne viendrait se connecter à Nanterre avec la ligne 15 et la ligne 18. Oui, la ligne 18 serait prolongée vers Nanterre dans ce scénario. Et de l'autre côté, à l'aéroport Charles de Gaulle via Gonesse. L'enjeu principal serait de donner enfin un métro à des villes du Val d'Oise aujourd'hui mal reliées. Par exemple, imaginez une connexion directe entre La Défense et Roissy en métro automatique. Aujourd'hui, c'est une galère sans nom en transport en commun. Cela ferait gagner un temps non négligeable aux voyageurs d'affaires ou aux franciliens de l'Ouest devant prendre l'avion. La ligne 19 en est à ses débuts, vous vous en doutez. Le financement justement, parlons-en. Les premières études de faisabilité seront cofinancées par la région et le département du Val d'Oise avec 6,5 millions d'euros débloqués juste pour les études. Quant au coût estimé de la ligne elle-même, on parle déjà de 6,5 milliards d'euros au bas mot. Cela fait tiquer certains, notamment parce que pendant ce temps, on attend toujours le bouclage d'autres projets moins coûteux, comme le prolongement du tram 11 Express, mais on y reviendra. En tout cas, la région pousse fort pour cette ligne 19, et l'État semble plutôt ouvert à l'idée d'y participer financièrement d'après les déclarations effectuées, même si rien n'est encore fait à ce stade. D'ailleurs, la ligne 19 n'est pas le seul projet post-Grand Paris Express sur la table. On peut évoquer rapidement d'autres idées ou besoins qui pourraient émerger dans les années 2030-2040. Par exemple, prolonger la ligne 18 au-delà de Versailles vers Nanterre. Cela figurait déjà en pointillé sur certaines cartes. Certains imaginent déjà un Grand Paris Express 2.0, encore plus en grande couronne, reliant les villes nouvelles entre elles. Même si là, on ne va pas se mentir, on est dans de la très longue projection. Plus concrètement, il y a aussi le Charles de Gaulle Express, cette ligne de train rapide entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle qui devrait finalement voir le jour en 2026-2027 après des années de retard. Et même si ce n'est pas une ligne de transport en commun du quotidien, cette ligne reste un maillon important de l'accessibilité régionale et en particulier pour désengorger la branche du RER B. On n'oublie pas non plus que l'ouverture de Grand Paris Express va sans doute créer de nouvelles centralités et donc
de nouveaux besoins. Par exemple, si d'ici 2030, la zone de Saclay devient un énorme pôle universitaire et scientifique relié par la ligne 18, on aura peut-être besoin de renforcer encore plus les liaisons autour. Les élus auront certainement de nouvelles idées une fois qu'on aura le recul nécessaire sur l'effet du Grand Paris Express. Vous l'aurez compris, l'avenir des transports ne s'arrête pas au Grand Paris Express. Avant de rêver à 2040, revenons sur la décennie 2020-2030 qui nous occupe. Il n'y a pas que le Grand Paris Express dans la vie, il y a aussi le réseau historique qui continue d'évoluer. Parlons donc de ses prolongements et améliorations sur nos lignes de métro, RER et tram actuelles. Le Grand Paris Express fait les gros titres, mais pendant ce temps, nos bonnes vieilles lignes de métro, RER et tramway continuent de s'agrandir petit à petit. D'ici 2030, plusieurs prolongements importants du réseau historique seront livrés, venant compléter utilement la nouvelle donne du Grand Paris Express. Commençons par le métro parisien historique, à savoir les lignes 1 à 14. Plusieurs prolongements sont programmés afin de mieux connecter Paris à sa banlieue, souvent en correspondance justement avec le futur Grand Paris Express. Parmi eux, le prolongement de la ligne 1 jusqu'à Val-de-Fontenay est l'un des projets majeurs mais très délicats pour l'Est parisien. Actuellement, cette ligne s'arrête à Château de Vincennes, mais demain, elle ira 5 km plus loin avec 3 nouvelles stations, les Rigolos à Fontenay-sous-Bois en lisière de Vincennes, Grand Péché à Montreuil et Val-de-Fontenay. L'objectif est clair, desservir des quartiers denses jusqu'ici en bordure du métro et surtout rejoindre l'énorme pôle multimodal de Val-de-Fontenay. Ce pôle accueille déjà les RER A et E et accueillera prochainement la ligne 15 Est du Grand Paris Express, le prolongement du tram T1 ainsi que plusieurs lignes de bus importantes. Autant dire que Val-de-Fontenay deviendra un pôle stratégique à l'est de Paris avec la ligne 1 offrant une connexion directe depuis ce hub vers le centre de la capitale. Toutefois, ce projet controversé est à l'étude depuis plusieurs années, peine à se concrétiser. Après une enquête publique début 2022, l'État avait refusé de déclarer ce prolongement d'utilité publique. Fin 2024, Île-de-France Mobilité a relancé le processus en demandant de nouvelles études, ce qui remet le projet sur les rails administratifs. Même s'il est encore trop tôt pour envisager une date précise de début des travaux ou de mise en service. Passons à la ligne 10, cette petite ligne parisienne qui relie actuellement Austerlitz à Boulogne. Son prolongement à l'est, qu'on attend depuis des années sous le surnom de la Grande 10, avance lentement mais sûrement. Le projet prévoit de franchir la Seine depuis Gare d'Austerlitz pour desservir Paris-Rive-Gauche, Ivry-sur-Seine puis Vitry-sur-Seine en 2 étapes distinctes. D'abord jusqu'à Ivry-Place Gambetta avant 2032, puis vers Vitry-les-Ardoines après 2035. La future ligne 10 prolongée passera notamment par la bibliothèque François Mitterrand, où elle croisera la ligne 14 et le RERC, puis longera la Seine vers Ivry, avec correspondance prévue avec la ligne 7 du métro, le futur TZN5 et le tram T3A. À Vitry-les-Ardoines, elle rencontrera la ligne 15 Sud et de nouveau le RERC. Ce prolongement permettra ainsi de désaturer le RERC et le tram T3A tout en accompagnant de grands projets urbains comme Ivry-Confluence ou la zone des Ardoines. Bref, une véritable colonne vertébrale pour le sud-est parisien. Le projet, inscrit depuis 2013 au schéma directeur régional, accumule du retard et les élus locaux se mobilisent pour obtenir le financement rapide des études préalables. La ligne 13 ne sera pas prolongée. Heureusement, elle est déjà assez longue comme ça et assez saturée. Mais son dédoublement partiel via la ligne 14 et via la future ligne 15 pourrait permettre de la soulager. Enfin, pourquoi pas un jour prolonger la ligne 4 au-delà de Bagneux ? Cela pourrait bien se produire avec un prolongement vers Châtenay-Malabry d'ici quelques années. Passons au RER et aux lignes Transilien. Elles aussi évoluent. Le grand projet RER de la décennie, c'est évidemment le prolongement du RER-E à l'ouest, le fameux projet EOL. Ça, c'est en cours. En 2024, le RER-E a déjà gagné 3 nouvelles stations jusqu'à Nanterre-la-Folie. La seconde phase ira jusqu'à Mantes-la-Jolie en reprenant la ligne SNCF existante. Comme on l'a mentionné, des soucis techniques, notamment le nouveau système de signalisation Nexteo,
font que le service complet jusqu'à Mantes ne sera pleinement efficace qu'en 2029. Mais à terme, on aura donc un RER-E traversant toute l'Île-de-France, d'est en ouest, de Mantes à Chelles-et-Tournan, qui soulagera le RER-A et offrira une nouvelle traversée centrale via La Défense et Magenta. Avec cela, viennent les nouvelles rames RER-NG, dont on reparlera dans quelques instants. Sur le RER-B, en revanche, pas vraiment de nouvelles lignes ou prolongement de tracé, mais de grosses évolutions quand même. D'ici la fin des années 2020, ces deux lignes ont reçu le système de signalisation flambant neuf Nexteo, permettant de passer plus de trains dans le tronçon central commun, c'est-à-dire Châtelet-Gare du Nord. Couplé à du nouveau matériel roulant sur le RER-B, avec les fameuses rames MI20, la fiabilité et la capacité seront augmentées. Le RER-D, lui, recevra progressivement les rames RER-NG comme le RER-E. Le RER-C devrait voir sa gare des Invalides réaménagée, mais il n'y a pas d'extension prévue. Un autre projet en cours consiste à prolonger le tram-train T13 de Saint-Germain jusqu'à Achères. Ce nouveau tronçon est déjà en construction et devrait ouvrir à l'horizon 2026-2027. Enfin, les tramways. Quelle révolution discrète ces 20 dernières années! Le tram est revenu en force en Île-de-France. Et ça continue pour les années à venir. Commençons par le tram T1. C'est bien évidemment la ligne historique en Petite Couronne Nord. Elle va enfin être prolongée des deux côtés, à l'ouest de Asnières-Gennevilliers jusqu'à Colombes, en sachant que la première section jusqu'aux 4 routes a ouvert en 2019. À l'est, le gros morceau, de Noisy-le-Sec jusqu'à Val-de-Fontenay. Là, c'est un chantier beaucoup plus long en 2 phases, qui a pris du retard à cause des questions d'insertion urbaine. La phase 1 de Bobigny à Montreuil et la phase 2 jusqu'à Val-de-Fontenay prévue pour l'horizon 2029. Au final, le T1 Est ajoutera 15 stations et permettra de relier directement Val-de-Fontenay, ce fameux hub RER métro qu'on a évoqué précédemment, à toute la Seine-Saint-Denis jusqu'à Asnières. C'est absolument énorme. Le T9, entre Paris et Orly-Ville, a quant à lui ouvert en 2021, apportant un grand bol d'air aux bus bondés du Val-de-Marne. Le T10, entre Antony et Clamart, a ouvert en 2023, reliant 2 branches du RER-B et du RER-C avec un tram en Petite Couronne sud-ouest. Au total, d'ici 2030, le réseau de trams francilien comptera une bonne quinzaine de lignes, couvrant toute la Petite Couronne, plus les trams-trains plus rapides. C'est un maillage complémentaire du métro RER qui est essentiel pour la desserte locale et les liaisons interbanlieues. Chaque prolongement clé vient connecter les points névralgiques du futur réseau. On voit bien que Val-de-Fontenay, Saint-Denis-Pleyel, Nanterre, La Défense ou encore Noisy-le-Sec deviennent des nœuds convergent métro, RER et tram. C'est clairement l'idée, renforcer l'intermodalité en créant ces correspondances multiples. Bref, le réseau existant s'adapte et s'étend lui aussi. Métro 1, métro 10 en banlieue, RER-E prolongé, tramway à profusion. En 2031, on aura un cocktail explosif. Nos bonnes vieilles lignes auront de nouvelles branches et les flammantes neuves du Grand Paris Express entreront dans la danse. Mais tout ça ne serait rien sans innovation en matière de mode de transport. Justement, Île-de-France Mobilité ne mise pas que sur métro, RER ou le tram classique. Non, il développe aussi des modes de transport alternatifs innovants. Parlons-en. Entrons dans le chapitre des nouvelles solutions que l'on va voir émerger ou se généraliser en Île-de-France. Car le futur des transports, ce n'est pas seulement des rails souterrains, c'est aussi des modes plus originaux pour s'adapter à la géographie et aux besoins locaux. Île-de-France Mobilité, qui chapeaute tout ça, a plusieurs cartes dans sa manche. Les téléphériques urbains, les tramways express, les bus à haut niveau de service, alias les TZN, entre autres. Commençons par une innovation assez spectaculaire. Le transport par câble. Oui, un téléphérique en banlieue parisienne. Cela peut surprendre, mais c'est tout à fait sérieux, et même en construction. Le câble C1, anciennement appelé projet câble A, sera le premier téléphérique d'Île-de-France. Et il doit entrer en service prochainement. On aura donc des cabines de 10 places circulant sur des câbles à une hauteur variant selon le relief, avec 5 stations intermédiaires. Capacité prévue, environ 1600 personnes par heure et par sens, ce qui équivaut à un bus toutes les 2 minutes.
Le temps de parcours total sera d'environ 17 minutes pour tout le trajet, peu importe la circulation au sol. Néanmoins, ce projet est contesté par certains riverains du fait des nuisances visuelles et sonores. Parlons également d'une autre innovation qui n'est pas propre à Île-de-France Mobilité, les trams express. On en a déjà parlé avec le T11, le T12 ou le T13, qui sont des trams-trains plus rapides que les trams classiques. Ce qui est intéressant, c'est la polyvalence de ces lignes. Elles empruntent, pour partie, d'anciennes voies ferrées SNCF, mais avec un matériel tramway plus léger, ce qui permet de les faire passer en zone urbaine sur des rails de tram. C'est le cas du T12 et du T13 qui mixent les environnements. C'est un mode de transport qui va entre le tram classique et le RER, parfait pour les couronnes périurbaines et nettement moins coûteux qu'un métro. On verra peut-être aussi se développer des bus biarticulés sur certaines lignes très chargées, et je ne peux pas ne pas mentionner une autre innovation côté mobilité partagée. Évidemment, je veux parler des vélos et des trottinettes en libre service. Les véloroutes, le fameux projet de RER vélo qui prévoit des autoroutes cyclables continues d'une banlieue à l'autre, fait partie d'un de ces projets. Même si c'est un peu à part des transports en commun, c'est clairement encouragé par la région et les collectivités, avec l'idée d'intégrer le vélo comme un mode complémentaire, notamment avec des parkings vélos sécurisés aux abords des gares. En 2031, se déplacer en ville ne passera pas uniquement par métro ou bus, ça passera aussi beaucoup par le vélo pour ceux qui le peuvent. Mais un réseau de transport modernisé, ce n'est pas que des nouvelles lignes. C'est aussi du nouveau matériel roulant et de nouvelles technologies sur nos lignes existantes. Et là, il y a de quoi dire avec l'arrivée de trains dernier cri ou encore l'automatisation qui s'étend. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans le métro ou le RER de 2031, il y aura non seulement des nouvelles lignes, mais aussi de nouvelles rames et de nouveaux systèmes aux commandes, même sur les lignes existantes. Les années 2020 voient un renouvellement générationnel du matériel roulant francilien et l'adoption de technologies dignes du XXIe siècle pour gérer tout cela. D'abord, un gros morceau, les nouvelles rames du métro MF19. Si vous prenez le métro parisien, vous avez sûrement déjà emprunté les vieux trains MF67 qui couinent sur la ligne 3 ou 10 ou les MF77 sur la 13. Eh bien, tout ça, c'est bientôt fini. La RATP et Île-de-France Mobilité ont commandé un tout nouveau modèle de métro sur fer, appelé MF19 pour Métro, Fer Appel d'offres 2019. Ce train nouvelle génération va progressivement équiper 8 lignes du métro parisien. Les lignes 3, 3 bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 et 13. En gros, toutes les lignes fer, rail classique, seront concernées. Le MF19 apportera plus de confort avec de la climatisation, des informations voyageurs modernes et des caméras de sécurité. Il sera accessible grâce à une intercirculation intégrale entre les voitures et sera adapté aux personnes à mobilité réduite via des aménagements spécifiques. C'est un énorme programme puisqu'il faut adapter les quais, les systèmes électriques, les ateliers de maintenance pour ces nouvelles rames. Les travaux ont déjà commencé depuis 2022, notamment sur la ligne 10, qui sera la première servie. Le calendrier est déjà établi. Les premières rames MF19 sous la ligne 10 arriveront fin 2025 et sont déjà en marche à blanc. En 2026, elles arriveront sur la 7 bis, en 2027 sur la 3 bis et la 13. Elles sont ensuite prévues pour 2028 sur la 12, 2029 sur la 8, 2031 sur la 3 et enfin 2033 sur la 7, même si cette date pourrait être légèrement avancée. D'ici 2033, plus aucune rame datant des années 60-70 ne circulera, la moitié du matériel métro aura été renouvelé. Imaginez la différence pour les usagers. Fini l'absence de clim l'été, un métro plus silencieux, plus confortable et plus accessible. La ligne 13, souvent décriée, aura des trains neufs en 2027, et même si ça ne résoudra pas tous les problèmes de cette ligne, ce matériel devrait aider à maintenir un service plus fiable et moins interrompu. Cependant, lors de sa présentation en février 2025, ce matériel a suscité des critiques en raison du nombre réduit de places assises par rapport à d'autres matériels roulants. En parallèle, les lignes sur pneus ne sont pas en reste. La ligne 11 a reçu récemment des rames MP14 flambant neufs. La ligne 4 aussi se voit attribuer quelques MP14 dans le cadre de son automatisation. Donc, globalement, tout le matériel roulant du métro parisien sera neuf ou récent en 2031. Même la ligne 1, qui a déjà des MP05 de 2011,
commence à prévoir des renforts. Justement, qui dit plus de RAM et plus de fréquences dit de nouvelles technologies de pilotage. Là, on parle de systèmes d'exploitation ultra modernes. Par exemple, le déploiement du CBTC, contrôle commande moderne type métro automatique, sur les lignes classiques. La ligne 4 est automatisée complètement depuis la fin 2023, après la 1 en 2012. On peut s'attendre à ce que la prochaine candidate à l'automatisation soit la ligne 13, évoquée par Île-de-France Mobilité, car la 13 est saturée et l'automatisée pourrait augmenter sa fréquence. Automatiser une ligne existante, c'est complexe, d'autant plus sans interrompre le trafic. On l'a vu pour la 1 et la 4, il faut installer des portes sur quai, migrer progressivement les systèmes, mais ça se fait et ça se fait même très bien. Donc, à l'horizon 2030, peut-être aura-t-on enclenché l'automatisation de la 13 ou même d'une autre. Sur le RER aussi, la technologie arrive. Le fameux système Nexteo que j'ai mentionné est en fait un équivalent du CBTC appliqué au RER. Le RER-E prolongé sera le premier à en bénéficier sur son tronçon central, le nouveau tronçon central, la Défense Magenta, permettant des trains à 2 minutes d'intervalle environ. Et Nexteo va être déployé sur le RER B et D dans le tronçon commun central d'ici la fin de la décennie. L'idée est d'automatiser partiellement la conduite, d'augmenter la capacité, c'est-à-dire plus de trains par heure, et d'améliorer la sécurité. Cela nécessite un investissement massif avec 300 millions d'euros de contrats décrochés par Alstom pour équiper la B et la D. Ainsi, en 2031, les RER B, D et E auront un cerveau électronique flambant neuf, gérant le trafic au mieux dans les zones denses pour limiter les retards en cascade. Et n'oublions pas l'importance des systèmes informatiques. En 2031, les transports seront plus connectés que jamais. La 4G 5G dans le métro, sachant que la RATP couvre déjà 100% du réseau en 4G, on aura sans doute de la 5G d'ici là. Ou encore même les systèmes de billetterie dématérialisés, le bon vieux ticket en carton a attiré récemment sa révérence, tout passe désormais par le Navigo ou par smartphone. Reste qu'il y aura toujours des défis à relever pour que tout cela fonctionne harmonieusement et réponde aux besoins. Et c'est donc ce que nous allons voir. Quels enjeux et défis restent sur la table? Projetons-nous un peu au-delà de la technique pure sur les aspects humains et stratégiques. En 2031, malgré ce réseau renforcé, vous vous en doutez, tout ne sera pas parfait. Il y a des défis persistants ou nouveaux qu'il faudra adresser pour que la mobilité francilienne soit à la hauteur des ambitions. Parlons de quelques-uns de ces enjeux. Les transports de nuit, l'intermodalité, la gouvernance des transports et bien sûr l'impératif écologique. Commençons par la mobilité nocturne. Paris est une ville qui ne dort jamais, mais ses transports, si. Actuellement, seules des lignes de bus noctiliens circulent toute la nuit, tandis que métro et RER ferment vers 1h du matin ou 2h le week-end et reprennent à 5h. En 2030, cette question sera sans doute de plus en plus pressante. Doit-on ouvrir 24 heures sur 24 certaines lignes le week-end, comme le font Londres ou New York? Avec l'automatisation, c'est techniquement plus facile. Pas de roulement de conducteur à assurer, par exemple. La RATP a déjà expérimenté des nuits du samedi non-stop sur certaines lignes de métro en 2019, mais avait interrompu faute de fréquentation suffisante. Peut-être que lorsque le réseau de nuit sera mieux connecté, imaginez la ligne 14 automatique tournant la nuit entre Saint-Denis, Pleyel et Orly, connectant les pôles de nuit parisiens, la donne changera. En tout cas, il y a une attente forte d'octambules et des travailleurs de nuit pour un service plus étoffé. À défaut du métro, Île-de-France Mobilité prévoit de renforcer le réseau noctilien. Ensuite, parlons de l'intermodalité renforcée. C'est un mot un peu fourre-tout qui veut dire rendre les correspondances et le passage d'un mode à l'autre plus fluides. Le Grand Paris Express va multiplier les correspondances entre les lignes. Le défi, ce sera de les rendre efficaces. Des gares bien conçues, on change de quai en 2 minutes chrono, des horaires coordonnés, exemple, le bus qui attend l'arrivée du RER tard le soir pour ne pas créer de la saturation supplémentaire. Île-de-France Mobilité travaille beaucoup sur les pôles d'échange. On a rénové par exemple Châtelet-Les Halles, la Défense va être transformée avec la gare RER-E, et l'est déjà. Gare du Nord s'est modernisée et continuera sa mue, tout cela pour absorber plus de flux et orienter au mieux les voyageurs.
L'intermodalité, c'est aussi intégrer les nouvelles mobilités, c'est-à-dire des parkings sécurisés pour vélos en gare ou encore des stations de recharge pour trottinettes. D'ailleurs, Île-de-France Mobilité pousse le concept de MaaS, Mobilité as a Service, avec l'appli Île-de-France Mobilité qui agrège les itinéraires, les tickets, Vélib et bien d'autres options et services. La gouvernance régionale des transports est un sujet plus institutionnel mais très important. Aujourd'hui, on a Île-de-France Mobilité qui coordonne, mais on a toujours la RATP, la SNCF et d'autres comme opérateurs multiples. D'ici 2031, on verra peut-être une fusion de certaines entités ou au moins des coopérations renforcées. La question du financement est aussi cruciale en gouvernance. Qui paye les nouvelles lignes et l'exploitation ? Le modèle économique est serré. Île-de-France Mobilité est sous tension financière. En 2020, il y a eu une grosse baisse de fréquentation, donc forcément un trou dans les recettes. Il y a des débats réguliers, parfois houleux, entre la région et l'État sur le financement. Bref, trouver un financement pérenne pour exploiter ce super réseau sera un vrai défi politique. Hausse du forfait Navigo ? Nouvelle taxe locale ? Contribution des entreprises via le versement transport déjà très élevé ? Ce sont des arbitrages sensibles. En 2031, le Navigo sera peut-être encore un peu plus cher, soyons réalistes. La gouvernance, c'est aussi la capacité à faire travailler ensemble 131 communes de la métropole, 8 départements, la région, l'État, sur les sujets de mobilité. Ce n'est pas simple, mais c'est vraiment indispensable. Enfin, les enjeux écologiques. La raison profonde de tout ça, c'est rendre la mobilité durable. Le défi climatique est énorme en Île-de-France comme ailleurs. Les transports représentent une grosse part des émissions. Le Grand Paris Express est censé réduire de 27% les émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement sur son périmètre. Le chiffre provient de la Société du Grand Paris. En incitant un transfert voiture-transport en commun. En 2030, il est prévu que les voitures diesel soient interdites dans la métropole du Grand Paris. Cela va forcément pousser du monde vers les transports. Seront-ils au rendez-vous en termes de capacité et de fiabilité ? C'est crucial pour l'acceptation. L'écologie, c'est aussi rendre les transports eux-mêmes plus verts. On a parlé des bus électriques, mais il y a aussi l'énergie des métros ou RER. La RATP travaille à mettre du solaire sur ses centres de dépôt, à récupérer l'énergie de freinage des métros pour la réinjecter. Chaque amélioration compte. Néanmoins, le report modal, c'est-à-dire inciter les gens à laisser leur voiture, sera le principal levier écologique. Vous l'aurez compris, l'avenir des transports en Île-de-France d'ici 2031 s'annonce à la fois révolutionnaire et passionnant à suivre. Avec le Grand Paris Express, c'est un nouveau réseau de métro de 200 km qui va voir le jour, bouleversant nos habitudes de déplacement. Aller d'une banlieue à une autre deviendra, on l'espère, aussi simple que de traverser Paris en métro avec des gares flambant neuves et des temps de parcours divisés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. D'autres projets, comme la potentielle ligne 19 vers le Val d'Oise, montrent que la région anticipe déjà l'après Grand Paris Express pour combler les manques et continuer à tisser sa toile. En parallèle, le réseau existant continue de grandir et de se moderniser. Le métro parisien pousse ses tentacules. Les RER se prolongent, avec un RER-E qui filera jusqu'à Mantes-la-Jolie. Il se modernise également, avec les trains RER-NG tout neufs, mais aussi grâce à l'automatisation partielle via Nexteo. Enfin, les nouveaux tramways ou trams express complètent finement le maillage. Île-de-France Mobilité innove également en sortant des sentiers battus. On verra bientôt des télécabines urbaines survoler nos quartiers vallonnés, mais aussi des bus express Thézen sillonnant les boulevards en site propre, tandis que toutes les lignes de bus passent à l'électrique pour un transport plus propre. Bien sûr, il restera des défis. Éviter de créer de nouvelles saturations en ajustant l'offre en continu, le coût pour l'usager, améliorer la desserte nocturne pour que la métropole vive pleinement 24 heures sur 24, réussir la transition écologique. La gouvernance devra être au diapason pour coordonner tous les acteurs vers cet objectif commun, une mobilité fluide, accessible à tous et durable. En prenant un peu de recul, on se rend compte de la transformation colossale qui est en cours. Le Grand Paris Express est souvent comparé à la création du RER dans les années 1970, ou même au métro de Fulgence Bienvenue au début du XXe siècle. Alors,
Prêt à embarquer dans le futur du transport francilien? Moi en tout cas, j'ai hâte de découvrir la ligne 15. Il est clair que l'avenir se construit maintenant sur nos chantiers et dans nos instances de décision. Merci beaucoup d'avoir suivi cette plongée dans le futur des transports franciliens. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus et à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles explorations dans le futur du métro parisien, et d'ici là, bon voyage sur les lignes d'aujourd'hui en attendant celles de demain.